Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la radio Futur Média. Il est midi, le grand journal. Georges Détienne. Sommaire de cette édition, danger en mer ce week-end au large de la Casamance, des vents forts pouvant atteindre 40 km/h et une houle dangereuse. Récurrence des attaques à main armée dans la région de Kaolack, les forces de sécurité en alerte. Le gouverneur demande aux populations de dénoncer les cas suspects. Le G7, le groupe des syndicats les plus représentatifs, réagit aux propos du chef de l'État en Conseil des ministres. Macky Sall a demandé à ses ministres de maintenir un dialogue constructif avec les syndicats. Pour le G7, l'heure n'est plus aux négociations, mais plutôt à la matérialisation des accords signés. Dialogue national, les présidents de commission du comité de pilotage en réunion depuis 10 heures. Il est question entre autres du calendrier de travail des commissions. À suivre dans ce midi, l'actualité internationale. Anna Rocha, bonjour. Bonjour Georges Détienne, bonjour à tous. À la une, l'épidémie du coronavirus en Chine, le bilan grimpe, déjà 26 morts et 830 personnes contaminées, plus d'1 millier de cas suspects en examen. Manifestation à l'Abbé, au moins 3 morts dans des heurts entre forces de l'ordre et jeunes de la localité. À l'appel du Front national pour la défense de la Constitution, des centaines de personnes sont encore descendues dans les rues pour s'opposer au référendum d'Alpha Condé. Et puis au Cameroun, des parents d'élèves convoqués au commissariat de sécurité publique, leurs enfants ont refusé de balayer leur salle de classe. Rendez-vous aux environs de 12h15. Merci Anna. Bonjour cher Tigane Diagne. Bonjour à vous Georges et bonjour à tous. Quel est le menu de la page des sports? Le football avec l'entame de la 7e journée de la Ligue 1 prévue pour ce week-end. Le choc, c'est un derby à Bourg entre le stade de Bourg et Bourg-Petite-Côte. Nous allons aussi nous intéresser au FC Nouadhibou. C'est le club mauritanien qui participe à la Coupe de la Confédération, l'entame de la 5e journée pendant ce week-end. Dans ce journal, vous entendrez et leur entraîneur, mais aussi leur capitaine Abdoulaye Sy, qui a fait ses civilités plutôt ici même au Sénégal. On fera aussi un tour d'horizon des différents championnats européens avant de nous intéresser au basket, toujours au devant de l'actualité. Le retour de l'Espagnol Porfirio Fisac de Diego à la tête de l'équipe nationale masculine de basketball. On se retrouve tout à l'heure pour le développement de toutes ces actus sport à suivre dans ce midi. La revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Après le grand journal, le journal de la Ziara de la famille omarienne, nous entrons en contact avec notre équipe à la mosquée omarienne sur la Corniche. Le journal de la Ziara qui sera présenté par Seydou Nourouba, on y reviendra. Alioune Ba sur la partie technique de ce midi. Bienvenue à toutes et à tous. Avis aux pêcheurs, il y a danger en mer ce week-end. Un bulletin météo spécial de l'ANACIM fait état de vent assez fort et d'une houle dangereuse ce week-end. Vent momentanément assez fort de secteur nord pouvant atteindre donc ou dépasser 40 km à l'heure sur la Casamance à partir de ce vendredi 24 janvier 2020 à 23h jusqu'à samedi 25 janvier 2020 à 12h. La houle dangereuse de secteur nord-ouest peut atteindre ou dépasser 2,5 mètres au large à 50 km de la Casamance à partir du dimanche 26 janvier à 18h jusqu'au lundi 27 janvier. Ces phénomènes peuvent causer des accidents en mer ou des inondations côtières. À midi, 5 minutes, nous retrouvons notre équipe à la mosquée omarienne. Bonjour Seydou Nourouba. Bonjour Georges Détienne. Alors, qu'est-ce qu'il y aura au menu du journal de la Ziara? RFM s'intéresse au deuxième jour de la Ziara à la cuisine gérée par des femmes venues de l'intérieur du pays. Salimata Aou leur a demandé comment est-ce qu'elles parviennent à gérer ce rôle qui leur est confié. Nous le verrons dans son reportage. Et puis la Ziara omarienne, une aubaine pour les commerçants d'écouler leurs produits, mais une cohabitation très difficile avec les forces de sécurité. Oumar Mbaou nous en dira plus ça. La sécurité, pas en reste, plus de 500 éléments de la police et de la gendarmerie mobilisés, nous le verrons, avec Masserigne Faye, commandant du GOD de Dakar. Il sera avec Salimata Aoua. Merci Seydou Nourouba, à tout à l'heure. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici.
Le gouverneur de Kaolack sur la récurrence des attaques à main armée dans la région, il rassure les populations sur les mesures prises. Les forces de sécurité sont en alerte. Alun Badara Mbeng appelle les populations à dénoncer les cas suspects. Ibrahim Diamé. Le gouverneur de Kaolack n'en rit pas avec ces attaques et ces agressions à main armée devenues mortelles dans la région. Trop, c'est trop, déplore Alun Badara Mbeng qui hausse le ton et condamne fermement. Selon lui, des mesures radicales sont prises pour casser du malfrat. Je voudrais d'abord dire que, qu'on le sache ou pas, les forces de défense et de sécurité, en l'occurrence la police, la gendarmerie, l'armée, la douane, sont sur le qui-vive jour et nuit, qu'il pleuve ou qu'il vente, sont toujours là, debout, au service de la sécurité de la population. Nous ne laisserons pas faire. Toutefois, pour leur faciliter la tâche, dans cette traque, le gouverneur appelle les populations à collaborer avec les forces de sécurité en dénonçant surtout les cas suspects. Les forces de l'ordre, de défense et de sécurité, malgré leur bonne volonté, appuyées par l'autorité administrative, ne peuvent pas être partout en même temps. On ne peut pas être partout en même temps. Donc ce sont les populations qui doivent être notre prolongement. En collaborant avec nous, en collaborant avec ces forces de défense et de sécurité, en filant donc le renseignement, l'information, en appelant sur les numéros suivants, le 77 529 05 04, 77 529 05 64. En ce qui concerne l'enquête ouverte sur l'agression contre les citoyens d'origine américaine reconvertis à l'islam et dont l'on a perdu la vie, rien n'a pour l'instant filtré, mais les éléments de la bande malfaiteurs sont activement recherchés par la gendarmerie qui a multiplié ses opérations de patrouille nocturne pour assurer les populations. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Un professeur d'éducation physique violemment agressé ce matin par un élève de 5e. L'incident s'est déroulé dans l'enceinte du lycée Blaise Diagne. Toutefois, les protagonistes, le professeur et son élève, venaient d'un collège voisin, le CM Mam Thierno Birahim Mbake, qui tient ses cours d'éducation physique dans l'enceinte du lycée Blaise Diagne. L'enseignant a été pris en charge pour soigner ses blessures au visage. Nous y reviendrons. Dans le secteur de l'éducation, toujours lors du dernier conseil des ministres, le conseil des ministres d'hier, le chef de l'État a demandé au ministre de l'Éducation nationale et de la fonction publique de faire tout pour maintenir un dialogue constructif avec les syndicats d'enseignants du G7 notamment. Une nouvelle bien accueillie par le SAEMS qui tient à préciser que l'heure n'est plus aux négociations, mais plutôt à la matérialisation des accords. Quant au ministère de l'Éducation nationale, il dit être dans cette dynamique depuis toujours à Wambaye. L'heure n'est plus à la négociation, mais plutôt aux choses concrètes. C'est l'avis de Saourou Sen, secrétaire général national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire SAEMS, qui exige du gouvernement la matérialisation des accords signés en 2018. Il est aussi le coordonnateur du G7. Nous sommes des républicains. À chaque fois que le gouvernement du Sénégal nous convoque, nous serons présents. Mais il faut se le rappeler, et je le dis, je le martèle, nous attendons du gouvernement des actes concrets, mais qui permettent de dépasser ces situations de crise. Parce qu'on aura beau parler, s'il n'y a pas d'actes concrets, mais bien sûr, nous serons dans une situation d'immobilisme. Et c'est la raison pour laquelle, encore pendant qu'il est temps, nous appelons le chef de l'État à obliger son gouvernement à être plus concret dans les mesures qu'il va falloir prendre pour un système éducatif apaisé. Le ministère de l'Éducation nationale est dans la mise en œuvre de ces accords, mais le point relatif au système de rémunération nécessite encore des échanges entre acteurs, selon Mohamedou Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication et porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a plus d'accord à signer. On est dans la mise en œuvre et je dis toujours que le gouvernement du Sénégal a énormément fait dans la mise en œuvre de ces accords. Et il y a évidemment les points les plus difficiles, c'est le système de rémunération, donc, pour lequel il faudra nécessairement engager des discussions assez profondes, mais aussi des concessions de la part et d'autres pour que nous puissions avancer. Donc cette question est extrêmement difficile. Les 22 et 23 janvier, le G7 a observé un débrayage suivi d'une grève pour exiger du gouvernement le respect de ses engagements. Et l'on parle de la prise en charge de la
petite enfance. Désormais, tous les enfants âgés de moins de 3 ans seront enrôlés dans les cases des tout-petits. 2 projets ont été lancés à Thiès par Thérèse Faye, la directrice de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Plus de détails avec Cheikh Anta Diop. À partir de 2020, l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits mettra en œuvre des activités de 2 projets phares. Le projet Investir dans les premières années pour le développement humain au Sénégal et le développement intégré de la petite enfance au Sénégal. Thérèse Faye, la directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits. D'ici 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les prépare à suivre un enseignement primaire. Thérèse Faye annonce aussi les nouvelles directives édictées par le chef de l'État. Nous nous sommes dit qu'il faut qu'on se retrouve à Thiès et pour mieux également prendre en compte les directives du chef de l'État et qui consistent à généraliser la prise en charge de la petite enfance, mais également les directives que nous avons reçues dans la nouvelle lettre de politique du secteur de l'éducation et de la formation. Il y a des objectifs qui ont été fixés d'ici 2030 et nous sommes tenus quand même à les respecter. C'est sur des constructions de casiers tout petits, sur des questions de formation comme l'encadrement, le renforcement de capacités des acteurs, mais également sur même l'état civil, par exemple l'inspection des daara, parce que le projet implique pas mal d'acteurs. Ces 2 projets concernent les régions de Matam, de Tambacounda, de Kaolack, Kaffrine, Kolda, Fatick, Saint-Louis et de Louga. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La journée mondiale des lépreux, c'est dimanche prochain. Elle sera célébrée dans le département de Podor. Au Sénégal, l'on fait état d'environ 200 cas de lèpre chaque année. L'Association sénégalaise de lutte contre la lèpre et les maladies tropicales négligées demande à l'État d'intégrer davantage cette maladie dans les programmes sanitaires. L'association veut aussi l'abrogation de la loi relative aux villages de reclassement. Son président, Papa Mamadou Diagne, était l'invité de RFM Matin. Les régions qui notifient beaucoup plus de cas actuellement, c'est la région de Dakar et la région de Diourbel. Et dans ces 2 régions-là, il n'y a pas de village de reclassement social. Donc c'est un bon moyen de plaidoyer vraiment pour l'abrogation de la loi 7603. Cette loi plombe les villages. Vous voyez, dans la cartographie du Sénégal, ces villages n'existent pas. Et c'est des villages qui sont circoncis dans un périmètre. Et les habitants qui vivent dans ces villages augmentent. Ils ont besoin de terre pour cultiver. Donc si ces lois-là n'est pas abrogées, ils ne peuvent pas avoir une extension de terre. D'où l'importance de supprimer ces lois-là, qui est une loi vraiment obsolète et caduque. Exclusion, stigmatisation, tout ça, cette loi-là englobe tout ça. Aujourd'hui, quelle est la situation de la maladie? La lèpre est éliminée au Sénégal depuis 1995, mais on n'a pas encore éradiqué la maladie. Chaque année, on notifie 200 à 250 nouveaux cas de lèpre, parce que c'est toujours linéaire. On est entre 200 à 250 nouveaux cas. Ça montre que la maladie est toujours là. Et si on fait un peu d'effort, on peut l'éliminer. Parce que si on compare le Sénégal à d'autres pays comme le Nigeria, comme au Madagascar, où ils notifient plus de 1000 cas par an, donc nous, on est à bonne voie pour éradiquer cette maladie. La lèpre serait-elle négligée dans les programmes sanitaires? La lèpre est négligée dans les programmes sanitaires. Parce que si vous voyez la tuberculose ou le programme PALU, c'est des maladies, dès que vous sentez les premiers signes, automatiquement on vous prend en charge dans n'importe quelle structure. Tel n'est pas le cas avec la lèpre. Avec la lèpre, il faut un spécialiste pour qu'il puisse vous diagnostiquer et vous dire que vous avez la maladie et vous avez telle forme de maladie. À partir de là, vous êtes pris en charge. Mais imaginez quelqu'un qui habite à Dakar, qui a des problèmes pour savoir qu'il a la lèpre. Mais les gens qui vivent dans les régions, qu'est-ce qu'ils vont faire? D'où l'importance d'intégrer la lèpre dans le système de santé de façon générale. Vous suivez le grand journal sur RFM, il est midi 14 minutes. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi, Georges Déthié. Un projet d'extension de la mine des industries chimiques du Sénégal, objet d'un litige foncier au village de Toben et Makadieng, dans la commune de Mewan. Le maire Baraniaï alerte et dénonce la façon dont les autorités administratives veulent leur imposer le dit projet. Il dénonce l'absence de concertation avec les populations. Baraniaï au téléphone avec Barthélémy Ngom. Il s'agit d'une tentative de spoliation des populations des villages de Toben et Makadieng parce que il me semble que la mine
des industries chimiques du Sénégal doit progresser vers ces villages-là et que les autorités administratives veulent aujourd'hui procéder à une évaluation de l'assiette sans aucune forme de concertation ni avec les populations, encore moins avec la municipalité qui est membre quand même de toutes les commissions d'évaluation d'impenses. Et c'est une démarche malheureusement qui pourrait être à l'origine d'une situation préjudiciable à la sécurité et à la paix parce que face à la population, les autorités administratives ont décidé quand même de mobiliser, d'user de manière disproportionnée et abusive de la force publique parce que plutôt que de promouvoir la concertation, les populations ne refusent pas justement le processus d'évaluation. Mais il faut quand même le faire selon un certain nombre de critères qui prennent en compte leurs intérêts. Et c'est ce que nous demandons aussi, nous, municipalités. Mais malheureusement, on est en train d'assister à l'usage abusif et disproportionné de la force publique et c'est quelque chose qui est regrettable. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord sur cette façon cavalière de faire de l'administration déconcentrée et nous tiendrons pour responsable le sous-préfet de Meouane, et je le cite bien, M. Ibrahim Mandaouk, qui sera responsable de toute situation préjudiciable, je l'ai dit tantôt, à la paix et à la sécurité. Le sous-préfet de Meouane, accusé dans cette affaire, déclare qu'il ne fait qu'exécuter des directives de son supérieur, le préfet de Tivavone, que nous avons également joint par téléphone. Il bat en brèche les accusations du maire de Meouane, Makan Beng, laisse entendre que depuis 2 ans, des discussions ont été engagées avec les populations. Il précise qu'il faut d'abord délimiter pour savoir qui est victime et qui ne l'est pas. Taoufer, un village frontalier à la commune de Diourbel, les populations ont décidé de prendre en main le développement de leur localité. Elles ont procédé à la pose de la première pierre d'un poste de santé qui va coûter 425 millions de francs CFA. Babacar Diouf. C'est parce que rien n'a été fait pour soulager les populations de ce village de la commune d'Ongoye que son fondateur a engagé les populations à la réalisation de certaines infrastructures sociales de base. Ils ont démarré par la pose de la première pierre d'un poste de santé. Monsieur le gouverneur, le Kourel Taoufir Chekanam, initiateur de ce projet, est une organisation communautaire regroupant les forces vives du village, engagée aux côtés de notre guide religieux Serigne Fallou Mbacké pour la réalisation de projets d'envergure nécessaires au développement du village et à l'épanouissement des populations. Le maire d'Ongoye s'engage à participer à la construction de l'édifice. Une rubrique la concernant sera introduite dans le budget 2020. Je voudrais ici annoncer aux marabouts que c'est nous, autres collectivités locales, qui devions construire un poste de santé. Mais comme vous l'avez déjà démarré, nous prendrons toutes les mesures idoines pour vous accompagner à sa réalisation. Lui emboîtant le pas, l'adjoint au gouverneur engage tous les chefs de services régionaux à accompagner la réalisation du projet. Tout le monde s'accorde sur l'importance d'un poste de santé pour le village de Taoufer. On ne peut pas tout attendre de l'État. C'est pourquoi vous avez pris l'initiative de construire de vous-même un poste de santé. J'engage tous les chefs de service, les collectivités locales à vous accompagner. La construction de ce poste de santé va coûter 85 millions aux populations du village de Taoufer, situé entre les communes de Diourbel et Ngoye. Le dialogue national à présent, les présidents de commission du comité de pilotage se réunissent depuis 10 heures sous la présidence de Famara Ibrahima Sagna. À l'ordre du jour, la notification des salles de réunion des commissions, les concertations autour du calendrier de travail des commissions. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Georges Détier. En Guinée, 3 personnes sont mortes suite à des heurts survenus hier entre forces de l'ordre et jeunes de la baie. C'est l'un des centres de la contestation du référendum constitutionnel demandé par Alpha Condé à l'appel donc du Front National pour la défense de la Constitution. Des centaines de personnes ont encore manifesté pour s'opposer à ce référendum voulu par le président de la République soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat. Selon plusieurs médias, les manifestants ont attaqué plusieurs édifices publics, notamment le siège du gouvernorat, la gendarmerie, le tribunal, la police, mais aussi l'université régionale. En Gambie, le Centre des victimes de violations des droits de l'homme appelle à un rassemblement et une marche demain samedi. Le centre veut manifester son souhait de voir Yaya Jammeh traduit devant les juridictions compétentes pour comparaître. Nous restons
à Banjul. Là-bas, les transports urbains sont un véritable casse-tête. Il faut faire le rang, attendre longtemps et donner parfois des coups de coude pour avoir un véhicule. Wouri Diallo les a rencontrés au grand rond-point Westfield dans la périphérie de la capitale gambienne. Reportage. Et oui, véritable casse-tête pour les centaines de clients, pour la plupart des élèves et des travailleurs qui se retrouvent ici. Casse-tête parce qu'il faut d'abord trouver le véhicule, soit un mini-car, un car ou un taxi. Et c'est souvent là où réside le problème. Alors gare aux retardataires comme l'explique le jeune homme Pita Mendy. Non mais c'est clair, pour qui descend entre 16h et 18h, c'est un grand problème pour trouver un véhicule pour rentrer. Le casse-tête perdure parfois, car une fois dans le moto, comme on le dit ici en Gambie, c'est-à-dire le véhicule, le client peut se sentir obligé de descendre sans forcément être arrivé à destination. Oui, par exemple, pour aller à la mine, normalement, le trajet c'est 10 dalasi, c'est-à-dire 10 dalasi, mais chauffeurs et coxeurs se sont arrangés de sorte qu'ils puissent profiter au maximum, parce que au lieu de payer 10 dalasi, on coupe le trajet en de petits trajets et on te fait payer 8 dalasi, 8 dalasi, 8 dalasi, ce qui fait au total 24 dalasi. C'est pas normal. Ils se font de l'argent comme ça. Pita suggère alors une vraie politique de transport de la part de l'État. Des bus, beaucoup de bus pour faciliter le déplacement de tous. Mais d'ici là, le casse-tête demeure. Chauffeurs, apprentis et coxeurs continuent d'user de leur ruse, couper les trajets en de petits trajets pour encaisser au maximum. RFM à Banjul. Wouri Diallo. Merci beaucoup, Ri. Au Cameroun, 7 parents d'élèves ont été convoqués au commissariat de Bagno dans la région d'Adamawa. Leurs enfants auraient refusé de balayer leur salle de classe. La convocation collective adressée aux parents et aux élèves parle de délinquance, Georges. Direction la Chine, le bilan de l'épidémie du coronavirus s'est alourdi. Près d'une 26 cas de morts et 830 cas confirmés. Près d'une dizaine de villes chinoises sont bouclées. Les festivités du Nouvel An ont également été annulées à Pékin pour éviter la propagation de la maladie. Mais pour l'OMS, il est encore trop tôt pour déclarer une urgence internationale. Daoud Diouf. C'est après avoir constaté le décès de 26 personnes et la confirmation de 830 cas par l'épidémie de coronavirus que les autorités chinoises ont annulé des festivités du Nouvel An dans la capitale et placé en quasi-quarantaine la ville de Huanggang, ville de 7 millions d'habitants. Aujourd'hui, plus de 40 millions de personnes ont été confinées pour tenter d'endiguer la propagation de l'épidémie. Il faut noter que les autorités chinoises ont annoncé un premier décès en dehors du berceau de l'épidémie. À Hong Kong, au cours des dernières 24 heures, on a constaté 18 personnes présentant des symptômes du nouveau virus. Elles ont été toutes hospitalisées. Du côté de l'Organisation mondiale de la santé, réunie à Genève, on estime trop tôt pour déclarer une urgence internationale. Le directeur général de l'OMS juge les mesures prises en Chine appropriées et souligne qu'il n'y a aucune preuve d'une transmission entre humains en dehors de la Chine. Le virus de l'épidémie de coronavirus est détecté en Chine, en Corée du Sud, en Thaïlande et au Vietnam. L'Union européenne et les États-Unis soumettent les passagers en provenance de Chine au contrôle de caméras thermiques à l'arrivée des aéroports. Et voilà, Georges, c'est tout pour cette page internationale. Et si je pouvais vous dire merci en chinois. Cher Tidiane Diagne, bienvenue. Merci à vous, Georges. Bonjour à tous. Football pour démarrer cette page des sports, la 7e journée de la Ligue 1. Un derby attendu à la Petite Côte. C'est prévu pour ce dimanche à 16h30 au stade Caroline Faye. Le stade de Mbour va en découdre avec Mbour Petite Côte. Mais avant cela, cette 7e journée va être entamée dès demain, samedi au stade Amadou Barry à 16h30. Dakar Sacré-Cœur contre les Girafes de Dakar. Au stade Ngalandou Diouf de Rufisque à la même heure, Teungueth FC qui occupe la place de leader va en découdre avec le Ndiambour de Louga. Pour dimanche, à suivre aussi au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Cette rencontre devra mettre prise Douane au Diambar de Sali. Autre rencontre au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, toujours ce dimanche. Le Casa Sport qui accueille Génération Foot au stade La Dior de Thiès. C'est le SNEPS Excellence de Thiès qui accueille la formation de l'AS Pikine, Georges. Coupe de la Confédération, il s'agit là des compétitions africaines. Les Mauritaniens du FC Nouadhibou en Égypte pour chercher la 2e place de leur groupe. Ah oui, ils découvrent plutôt cette compétition pour la première fois, mais ils ne sont pas, en tout cas, impressionnés par les formations qui sont en face. Ils effectuent un déplacement certes périlleux ce week-end en Égypte face à Al-Masri, mais ils ne désespèrent pas. Nous allons écouter l'entraîneur camerounais du FC Nouadhibou, son nom Maureen Dioya Mejak.
tout est encore ouvert, surtout pour ce qui est de la deuxième place. Nous sommes toujours plongés dans notre rêve jusqu'à ce que nous ayons joué déjà Al Masry et dimanche prochain. Et qui sait, Pyramide aussi pourrait être une équipe contre laquelle nous jouerons en rêvant. Donc pour le moment, pas encore besoin de faire un bilan. Toutefois, il convient de dire que c'était une occasion rêvée de participer à une phase de poule d'une compétition CAF pour FC Nouadhibou. Nous avons fait un parcours assez modeste, c'est vrai. Lors des préliminaires, nous avons éliminé l'équipe championne de Côte d'Ivoire. Nous sommes tombés face à WAC, ce qui nous a propulsés à la phase de barrage. Dieu merci, nous avons pu tirer notre épingle de jeu en éliminant les Zimbabwéens. Et je pense que ce parcours nous permet d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme, surtout pour cette équipe qui est à sa 20e année d'existence, mais qui déjà se veut être la locomotive du football mauritanien et qui déjà même se trouve être l'équipe la plus titrée en Mauritanie. Et je ne dirais pas l'équipe a beaucoup de moyens, mais moi je dis l'équipe a beaucoup de volonté de la part du président, c'est-à-dire qu'il rêve grand pour cette équipe, qui rêve gros de faire de cette équipe une équipe phare de la sous-région, pourquoi pas. Football toujours à présent, le tour d'horizon des championnats étrangers. Et nous démarrons avec le championnat de France qui est à sa 21e journée qui va être démarrée dès ce vendredi à 19h45. Nice accueille Rennes pour la suite des rencontres. C'est prévu pour samedi et dimanche à suivre l'Olympique de Marseille qui joue donc demain à 16h30 contre Angers alors que le Paris Saint-Germain qui occupe la place de leader est en déplacement le dimanche à Lille. Nous enchaînons avec le championnat espagnol. C'est la 21e journée qui démarre ce vendredi à 20h. Osasuna contre Levante, à suivre aussi la sortie de l'équipe du FC Barcelone, l'FC Barcelone donc, qui va jouer donc demain à partir de 15h contre la formation de Valence. C'est à Valence, donc l'FC Barcelone en danger, alors que le Real Madrid joue dimanche en début de soirée lors de son déplacement à Valladolid. En Italie, c'est la 21e journée qui démarre dès ce soir, 19h45. Le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic est en déplacement à Brescia, à suivre le choc entre le Napoli et la Juventus de Turin qui occupe la place de leader. Le Dauphin et l'Inter de Milan jouent un peu plus tôt dans la matinée de ce dimanche à 11h30 contre Cagliari. En Allemagne, c'est la 19e journée. Le Borussia Dortmund joue ce soir contre Cologne. Match prévu à partir de 19h. Leipzig est leader, est en déplacement demain à Francfort. À suivre aussi la sortie du Bayern de Munich demain 17h. Le Bayern de Munich donc qui va recevoir la formation de Schalke 04, Georges. Merci, cher Tigane. Allez-y. Voilà, basketball, Georges. Donc, voilà, nous allons aussi recueillir l'avis de quelques expatriés sur l'attelage technique de l'équipe nationale masculine de basketball. Le retour de l'Espagnol Porfirio Fisac de Diego fait renaître l'espoir chez certains. Soraya. Le nouveau staff technique de la sélection masculine du Sénégal ne laisse pas indifférents les joueurs expatriés. L'un des pivots des Lions et capitaine de Fribourg Olympique en Suisse s'en réjouit. Babacar Touré. Porfirio de Fisac, je ne connais pas personnellement, mais mes coéquipiers, ils m'ont dit que du bien sur lui. Je leur fais confiance. Et Padigay, j'ai fait une campagne avec lui et franchement, je trouve que c'est un très très bon coach. Et le fait que Boniface revienne aussi, c'est une bonne chose parce que Boniface, c'est l'idole de tous les joueurs sénégalais. Son coéquipier en équipe nationale, pivot de Paulac Ortès en France, va dans le même sens. Cher Tidiane Botch, contrairement à Babacar Touré, connaît bien le chef de file du banc des Lions. Porfirio Fisac de Diego est un très bon entraîneur, ça on n'en parle même pas. Je pense qu'il a fait ses preuves et je pense que son retour en équipe nationale du Sénégal ne peut qu'être bénéfique aux Sénégalais. Il a une certaine familiarité avec les Sénégalais pour avoir participé, disons, à une Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi à un tournoi de qualification. Voilà, son retour va permettre aux jeunes joueurs de se développer. Boniface, non, on ne le présente plus, c'est un très bon entraîneur et je pense qu'il va apporter aussi son expérience et toute sa connaissance. Il est très respecté par les joueurs et je pense que ça fera du bien à l'équipe du Sénégal. Babacar Touré, qui est en phase de rééducation après une blessure contractée au mois de novembre dernier, espère des lendemains meilleurs avec ce nouveau staff. Ça fait un moment que le Sénégal n'a plus gagné quoi que ce soit, donc là, pour aller dans ces Coupes d'Afrique en étant prêt, déjà pas réitérer les mêmes erreurs qu'on avait fait auparavant, donc avoir une bonne préparation. Et de toute façon, là, maintenant, on a les bons hommes qui encadrent l'équipe, donc on ne peut qu'avoir de l'espoir. Avant l'Afro-Basket
basket 2021, le nouveau staff des Lions va sans doute tester certains joueurs avec surtout le TQO Japon 2020. Sodetiam qui signe le clap de fin de cette actualité des sports, Georges. Merci, cher Tidiane Diagne.